Les points de vigilance. Donc, petite précision déjà dès le départ, des tableaux synthétiques ont été faits et vous seront envoyés. Ensuite, ils reprennent en fait les différents points sur lesquels il faut faire attention quand on est en procédure d'inaptitude dans l'entreprise. Autre point important, vous savez que la législation a changé en matière de procédure d'inaptitude dans les entreprises depuis, si je ne me trompe pas, 2017. C'est-à-dire que le parcours est le même, que ce soit pour des problématiques en lien avec le travail, donc les accidents du travail ou la maladie professionnelle, ou pour tout ce qui est maladie ordinaire et accident, c'est-à-dire tout ce qui n'a aucun lien avec le monde du travail. Alors, on va voir en premier lieu le rôle du médecin du travail et en particulier la visite médicale. Rappel là aussi, le Code du travail fixe que seul le médecin du travail peut déclarer une inaptitude. Personne d'autre ne peut le faire. Alors, les visites permettant l'avis d'inaptitude. On a les visites d'information et de prévention sous réserve qu'elles soient effectuées par le médecin du travail. Vous savez aussi que là aussi, il y a eu un changement depuis 2017 puisque les visites d'information de prévention sont réservées aux emplois à risque. C'est le R4624-24. Les visites périodiques ou visites médicales renforcées qui sont elles aussi théoriquement réservées aux emplois à risque. Les visites de reprise obligatoires après un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ou maladie ordinaire d'au moins 30 jours et visite de reprise obligatoire aussi après un congé maternité. Alors, ça ne veut plus… Si, ça y est. Et les visites médicales à la demande du salarié, mais sous réserve de respecter les critères de la visite de reprise, c'est-à-dire information préalable de l'employeur, intention du salarié de reprendre son travail et qualification par le médecin du travail de visite de reprise. Visite de pré-reprise sous condition, donc obligatoire pour les arrêts de plus de 3 mois. Donc l'article R4624-29, premier alinéa, possibilité dans ce cas de prononcer l'inaptitude en une seule visite. Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. Les visites ne permettant pas d'avis d'inaptitude. Les visites de pré-reprise pour des arrêts de moins de 3 mois. Les visites de pré-reprise à la demande du salarié sans information préalable de l'employeur. Et les visites d'information et de prévention effectuées par une personne autre que le médecin du travail. On va voir pour l'avis d'inaptitude, il y a des mentions qui demandent des précisions. Par exemple, la deuxième visite obligatoire. Oui, la deuxième visite donc obligatoire doit se faire si le médecin du travail estime qu'il a besoin d'une deuxième visite. La deuxième visite doit se faire dans un délai maximal de 15 jours. Si sur l'avis d'inaptitude, les mentions sont ambiguës pour l'employeur, il est impératif qu'il contacte le médecin du travail pour demander des précisions. Ensuite, sur la fiche d'inaptitude, il y a des mentions obligatoires. La date d'étude de poste et des conditions de travail. Donc, c'est l'article R4624-42. Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiquer la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée. Il y faut aussi la signature par le médecin du travail ou le collaborateur du médecin si le protocole du service de santé au travail l'autorise. L'avis signé par une autre personne est irrégulier et rend le licenciement fondé sur cet avis sans cause réelle et sérieuse. Et la date de la mise à jour de la fiche d'entreprise. Attention, on a, puisque je suis aussi conseiller prud'homal, on voit apparaître des dossiers d'inaptitude
Alors, pas forcément pour la contestation de l'inaptitude, mais pour la contestation de la procédure. Donc, nous voyons apparaître ce document très mal rempli, voire pas rempli du tout. Et l'incompétence des avocats se confirme de jour en jour, puisqu'ils ne se saisissent même pas de l'irrégularité du document, du fait, par exemple, déclaration d'inaptitude, donc dans le 1, 2, 3, 4, le 5e cadre, vous avez date de la première visite et les 4 cases qui doivent être cochées impérativement. Donc, ça génère malheureusement des jugements qui sont difficiles à rendre, puisque les éléments qui pourraient rendre le licenciement nul ne sont pas pris en compte par les avocats. Donc, pour nos juristes, il est important que ce soit quelque chose qui soit surveillé. Alors, le reclassement, le rôle du médecin du travail. On a vu arriver les échanges, donc définis par l'article L 4624-5. Le Code du travail prévoit, là aussi, c'est obligatoire, des échanges médecin du travail-employeur, médecin du travail salarié. Donc, pour pouvoir établir des préconisations, le médecin du travail doit impérativement procéder à des échanges avec l'employeur pour analyser les possibilités d'aménagement de poste ou déterminer les postes disponibles. Le médecin du travail peut proposer à l'employeur, je dirais même doit, l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions. C'est d'autant plus important que ces intervenants, tels que la GFIP, peut amener des aides financières aussi bien pour l'employeur que pour le salarié. Ce dialogue contribue à justifier des recherches effectives de reclassement au sein de l'entreprise comme du groupe. Alors, il doit aussi procéder à des échanges avec le salarié pour étudier les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur. Et le salarié peut donc aussi contacter les organismes de maintien dans l'emploi. Les sites, en règle générale, sont très bien faits, et notamment sur… alors, je ne le dis pas parce qu'il y a un représentant de la GFIP, mais ça fait partie de mon discours habituel en formation. Sur le site de la GFIP, il y a une partie réservée à l'employeur, une partie réservée aux salariés. Donc, selon les demandes qui sont à faire, il ne faut pas hésiter à aller sur le site et aussi à les contacter par téléphone. Alors, une chose qui commence à être reconnu. Ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Absolument rien n'interdit de faire une réunion médecin du travail, employeur, salarié, tout le monde en même temps, dans le strict respect du secret médical, bien sûr. Une entreprise de Chambéry comme l'entreprise C'est Moi, donc pour ceux qui aiment les bonbons, la pie qui chante, ce sont eux, eh bien, ont mis ça en place, et résultat des courses, ça réduit la procédure de reclassement et tout le monde s'y retrouve. Alors, les préconisations. Conclusion écrite, considération de fait de nature à éclairer l'employeur pour proposer un emploi approprié. Le médecin du travail peut proposer par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives, notamment à l'âge ou l'état de santé physique et mental du travailleur. Un point important, le médecin du travail indique si le salarié a les capacités de suivre une formation le préparant à occuper un poste adapté. Si silence ou manque de précision du médecin du travail, l'employeur sollicite ses conclusions ou provoque une prise de position. Je dirais que pour les capacités à suivre une formation, sauf erreur de ma part, ça fait partie des indications où le Code du travail dit que les juges du fond pourront se saisir de cet élément pour sortir leur jugement ensuite. Alors, les préconisations. Les dispenses de reclassement. Il n'y a que 2 possibilités qui sont définies par l'article L1226-2-1. La première, c'est tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. La deuxième, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Si l'une de ces phrases est cochée sur l'avis d'inaptitude, l'employeur n'a pas à faire de reclassement. Alors, l'avis du médecin du travail, qui est le seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et le cas échéant, donc du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. Cette recherche doit être effective. Donc là aussi, faire très attention pour ceux qui ont connu la période avant Macron où l'inaptitude à tout poste de l'entreprise était le seul élément qui existait, mais qui ne dispensait pas de recherche de reclassement. Et la différence avec l'article 1226-2-1 et ce que je qualifie de phrases magiques, ces deux phrases qui, elles, dispensent de toute recherche. Il faut bien faire la différence entre les deux. Le rôle des IRP dans tout ça. Alors, il y a obligation de consulter le CSE. L'avis du CSE, bien sûr, n'est que consultatif. L'employeur n'est pas obligé de le suivre, mais là aussi, les juges du fond pourront le prendre en compte en cas de conflit. C'est-à-dire que ce que je conseille vivement aux IRP, c'est de proposer des choses concrètes. La construction d'un poste, par exemple, on l'a fait avec l'ONF récemment, qui a été refusé par l'employeur. Résultat des courses, le dossier part au prud'homme. Mais c'était vraiment très bien construit. Et on est, je dirais, quasi certain que si le salarié va jusqu'au bout de la procédure prud'homale, il gagnera. Donc, il y a un rôle très important de la part des IRP sur ce sujet. À ce stade, Stan, je te coupe. Je vais lancer un petit sondage qui correspond à ce que tu vas présenter et qui permet d'entrecouper un peu les présentations. Alors, avant un licenciement pour inaptitude, l'employeur est tenu de consulter les élus. À votre avis, les élus du siège social de l'entreprise, du lieu de travail du salarié ou les deux? À vous de répondre. Et ensuite, Stan nous présentera, là c'est partagé. Alors, je partage les résultats. Lieu de travail du salarié, 64% à votre avis. Stan, je te laisse donner la bonne réponse. Alors, en matière… Alors, attends, j'essaie de l'enlever. Voilà, merci. Quand il y a plusieurs établissements, ce sont les élus du lieu de travail du salarié. On prend toujours les élus les plus proches du lieu de travail du salarié. Alors, quand c'est avant d'engager la procédure, à l'issue de la visite déclenchant l'inaptitude, mais pas entre les deux visites. Attention, ça aussi, ça peut déclencher l'invalidité de la procédure. La recherche peut intervenir à tout moment. Bien sûr, il ne faut pas confondre recherche et proposition. La recherche est possible à tout moment. La proposition doit avoir lieu après la visite qui aura déclenché l'inaptitude. Alors, quoi? Toutes les infos nécessaires quant à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement. En conclusion du médecin du travail, le CSE doit être en capacité de faire des propositions de poste. S'il n'a pas les éléments nécessaires, on pourra parler de délit d'entrave pour l'employeur. Le reclassement et le rôle de l'employeur. Là, on va voir quelles sont les capacités que l'employeur doit prendre en compte pour construire ces propositions de reclassement. On a les desiderata, le salaire. Donc, desiderata, c'est que souhaite faire le salarié. Le salaire, il est évident que si le reclassement entraîne une forte baisse de salaire, le salarié n'est pas obligé d'accepter le reclassement. Ensuite, les compétences et les responsabilités. Un salarié ayant eu une équipe de plusieurs salariés sous sa responsabilité ne pourra se voir proposer un poste sans responsabilité. L'équivalence du poste doit prendre en compte les responsabilités de la fonction occupée auparavant.
Quand on parle de compétences et de responsabilités, il ne s'agit pas de regarder le niveau de diplôme pour savoir si le poste est compatible ou non. Pour un même poste nécessitant le même diplôme, les responsabilités n'étant pas les mêmes, le salarié pourra refuser le reclassement à juste titre. Les juges du fond peuvent prendre ces éléments en considération une fois de plus. Situation familiale, distance géographique, formation universitaire. Alors, l'aménagement du temps de travail peut être justifié par l'état de santé du salarié, le suivi d'un traitement contraignant, par exemple, injection à l'hôpital. Les questions à se poser porteront sur un temps de travail continu du matin ou d'après-midi, ou en coupé, ou que du matin, ou que de l'après-midi, ou en 5 jours, ou en 4 jours. Vous verrez que la liste n'est pas infinie, mais il y a énormément de critères qu'on peut prendre en compte. Alors bien sûr, l'employeur peut refuser cet aménagement, mais il faudra une fois de plus qu'il soit argumenté. Quand on parle de formation universitaire, un élément qui est souvent ignoré, un salarié peut avoir suivi un cursus universitaire ou scolaire qui ne lui aura pas servi dans son emploi. Pour autant, un poste pourrait très bien correspondre sous condition qu'il suive une formation de mise à jour. La première chose à prévoir pour un risque d'inaptitude est un bilan de compétences. Là aussi, les juges du fond pourront prendre en compte les considérations. Un exemple très rapide, Alstom avait une salariée à reclasser. Elle était aux ateliers, si je me souviens bien, ils l'ont reclassée dans les bureaux, au moyen d'une formation. Alors, périmètre de proposition. Pour les entreprises n'appartenant pas à un groupe, tous les emplois disponibles, tous les secteurs et tous les établissements. Pour les entreprises appartenant à un groupe, au sein de l'entreprise, au sein des entreprises du groupe, sur le territoire national. La recherche doit se faire partout, doit se faire dans tout le groupe situé sur le territoire national, dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Donc là, c'est le L1226-2. Et les définitions du groupe sont dans le Code du travail. On peut même prévoir le temps qu'on trouve. Alors, une méthode qui a été mise en place par la SNCF, c'est pour éviter que la personne reste trop longtemps loin de l'entreprise, on lui propose un poste, je dirais, dans les bureaux, où la personne va, par exemple, prendre le courrier, l'emmener dans un autre bureau. C'est histoire de l'occuper, de la remettre en contact avec l'entreprise. Et ça permet, pendant ce temps, de préparer un poste pour son reclassement. On évite ainsi le licenciement pour inaptitude. Et ça fait partie des accords à la SNCF. Alors, le formalisme. L'écrit n'est pas obligatoire. Les propositions peuvent être orales. Sauf que nous sommes là tous autour de l'écran, nous sommes tous des juristes, et nous savons qu'une proposition écrite est une preuve. Donc, l'oralité peut suffire même pour l'entretien préalable au licenciement. Toutefois, il est préférable de respecter un certain formalisme. Une proposition écrite du poste suffisamment détaillée permet d'apporter la preuve du sérieux des propositions. Conditions de travail, horaires, rémunération, responsabilité, situation géographique, si plusieurs établissements. Il faut bien se dire que là aussi, on assiste, mais je pense que ça n'est pas nouveau, mais comme le nombre de dossiers d'inaptitude augmente, on assiste à des procédures qui, pour certains salariés, ne sont pas forcément légitimes. Donc, ils vont utiliser la moindre faille qu'ils trouveront dans leur dossier. Et le délai de réflexion pour le salarié, le délai raisonnable estimé par la Cour de cassation est un délai de 2 jours. Quel statut du salarié pendant la procédure? Alors, je te coupe à nouveau, Stan. On va aborder le contrat de travail. Donc, un autre petit sondage avant de continuer. Alors, d'après vous, la fin de suspension du contrat de travail en cours, elle a lieu après un arrêt de travail de 30 jours, si l'employeur le décide, si une visite de reprise est faite dans les 8 jours suivants, ou si le salarié le demande par écrit. Alors, ça répond vite. Là, on voit qu'on a affaire à des pros. Je partage les résultats. Voilà. Apparemment, vous êtes tous d'accord. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors, ça pose plusieurs difficultés que nous allons voir rapidement.
Donc, le contrat de travail. On sait que tant que la personne est en arrêt maladie, le contrat est suspendu. Ce qui mettra fin à la suspension du contrat de travail, c'est effectivement la visite de reprise, qui est obligatoire après un arrêt de travail d'au moins 30 jours, organisée dans un délai maximal de 8 jours. Une fois que le salarié a repris son travail. Alors, on ne dit pas forcément que la visite de reprise, pardon, j'ai une pierre dans l'œil, la visite de reprise a eu lieu. On va voir justement les différents cas. Reprise du travail avant visite de reprise. Le salarié est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur et donc peut être licencié pour faute grave. Le salarié reprenant le travail avant que la visite de reprise n'ait été effectuée est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. Possibilité de le licencier pour faute. Possibilité de licencier pour faute un salarié qui a repris son poste et l'abandonne peu après, en l'absence d'éléments médicaux justifiant l'incapacité de tenir son poste ou de cesser sa prestation en raison de son état de santé. Il en est de même lorsque le salarié commet une faute professionnelle, insubordination, le premier jour de sa reprise, alors que la visite est prévue le lendemain. Toujours le pouvoir disciplinaire de l'employeur, pas de reprise, pas de justificatif de l'absence. Donc, 6 visites de reprise non réalisées, pas d'obligation de travailler, l'absence est non fautive. Donc, tant que la visite n'a pas eu lieu, le salarié n'est pas tenu de venir travailler. Son absence n'est pas fautive en principe et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il en va différemment si le salarié ne répond pas aux sollicitations de l'employeur lui demandant de justifier de son absence et s'il ne justifie pas qu'il se tient à la disposition de l'employeur. Voilà. La condition pour la première citation que je vous ai faite, c'est que le salarié s'est mis à la disposition de l'employeur. Si l'employeur ne lui fournit pas de travail, ce n'est pas grave, le salarié peut rester chez lui tant que la visite n'a pas été faite, il n'est pas tenu de venir et le salaire doit lui être de nouveau versé. Alors, refus de se soumettre à visite de reprise. Bien, le licenciement est possible. Le refus répété et délibéré du salarié de se soumettre à une visite de reprise peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave. Tel est le cas du salarié qui, à la suite d'une seconde mise en demeure envoyée par l'employeur pour justifier son absence, n'a pas évoqué ou adressé un arrêt de travail qu'il a refusé de se rendre à la visite médicale de reprise provoquée par l'employeur. Pas de visite de reprise organisée dans les 8 jours. Alors, ça n'engendre pas de droit à un rappel de salaire. Par contre, des droits à dommages et intérêts. Si l'employeur organise la visite de reprise au-delà du délai de 8 jours, ce retard ouvre droit aussi donc, à des dommages et intérêts, mais pas à un rappel de salaire. Lorsque l'employeur manque à son obligation d'organiser la visite de reprise dans le délai de 8 jours, il peut seulement, dans le cas d'un licenciement disciplinaire reproché au salarié, dont le contrat reste suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté, et non l'absence injustifiée, y compris s'il a adressé plusieurs mises en demeure. En tout état de cause, le salarié qui se tient à disposition de l'employeur, mais qui ne souhaite pas reprendre tant que la visite de reprise n'a pas été mise en place, n'a pas été organisée, eh bien le salarié ne peut pas être condamné pour ce refus dans ces critères-là. On peut avoir des salariés qui préfèrent passer une visite pour être sûr qu'il est en état de reprendre. L'avis du médecin traitant est une chose, l'avis du médecin du travail qui connaît le milieu de travail en est une autre. Alors, l'absence prolongée est-elle un motif de licenciement? Oui, si effectivement ça perturbe fortement le fonctionnement de l'entreprise.
Donc, tant que le salarié n'a pas effectué la visite de reprise, son contrat reste suspendu et il bénéficie du régime de l'absence liée à la maladie ou à l'accident du travail. Le salarié peut donc être licencié en raison de son absence prolongée si elle perturbe le fonctionnement de l'entreprise et nécessite son remplacement par une embauche en CDI. Attention, là aussi, il faut être très vigilant parce qu'il faut que ce soit particulièrement bien argumenté. Une entreprise qui aura fait appel à de l'intérim pendant un certain temps pourra se voir refuser ce licenciement par les juges du fond qui diront vous n'aviez qu'à continuer à utiliser l'intérim. On a eu des dossiers en formation en plus, avec l'IES de Grenoble. Par contre, si cet arrêt maladie fait suite à un accident du travail et que le salarié se prévaut de l'interdiction de licencier pendant un arrêt maladie, eh bien, il y a une faute à corriger d'ailleurs. Le salarié bénéficie des règles protectrices contre le licenciement applicables aux salariés victimes d'un accident du travail. Notamment, il peut se prévaloir de l'interdiction de licencier pendant l'arrêt de travail, hors faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat. La rémunération pendant cette période, eh bien, il y a reprise du paiement du salaire si le salarié se tient à disposition de l'employeur pour l'organisation de la visite de reprise. Donc, concernant la rémunération du salarié absent entre la fin de l'arrêt de travail et la visite de reprise, il y a lieu d'appliquer le principe selon lequel l'employeur ne peut être dispensé de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre l'existence d'une situation contraignante l'empêchant de fournir du travail. Après un arrêt de travail, le paiement du salaire est subordonné au fait que le salarié se tient à la disposition de l'employeur pour l'organisation de la visite de reprise ou bien a repris son activité à l'issue de l'arrêt maladie. Donc voilà pour la deuxième condition de reprise du versement du salaire, c'est s'il a repris son activité à l'issue de l'arrêt maladie. Alors, concernant justement ces rémunérations, assez souvent, on a des difficultés puisque les salariés disent l'employeur m'a renvoyé vers le médecin pour me maintenir en arrêt de travail. Je ne peux pas puisque mon médecin traitant et certains le refusent, d'autres sont en fin de droit. Donc, à ce moment-là, l'employeur décide de basculer la personne en congé payé ou en récupération d'heures. Dans tous les cas de figure, ce sont des méthodes qui sont illégales, mais si le salarié, par exemple, a été longtemps en arrêt, a cumulé avant cela des heures supplémentaires et des heures à récupérer, c'est le salarié qui connaît son entreprise, vous les élus qui connaissez l'entreprise, et s'il y a une bonne ambiance, si c'est accepté par le salarié pour faire preuve de bonne volonté, pourquoi pas? Mais il faut savoir que ce n'est pas une méthode légale. Donc, la rémunération du salarié pendant la période de recherche de poste en maladie ordinaire. Lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Donc là, c'est le L1226-4 du Code du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Période de recherche de poste suite à accident du travail ou maladie professionnelle. Là, c'est au médecin du travail qu'il appartient, lors de la délivrance d'un avis d'inaptitude, et s'il estime que cette inaptitude est liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, d'informer le salarié de la possibilité de faire une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Il lui remet le formulaire S6110 pour ce faire. Alors là aussi, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, eh bien l'entreprise doit reprendre le paiement du salaire.
Je te recoupe là avant que tu lances Hop la… là. Ah, Eh trop ben, tard. attends, ouais, j'ai été trop rapide, là, excuse-moi, je suis Non, désolé. non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, continue. Alors, le licenciement, attends, hop. Donc, le licenciement d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Il y a une liste dans le Code du travail qui a été fortement réduite puisque je crois que les alinéas 4, 5 et 6 ont été supprimés. Ceci étant, pour savoir qui sont les bénéficiaires, déjà, vous avez donc ceux qui ont subi un accident du travail ou une maladie professionnelle. Vous avez les bénéficiaires d'une pension d'invalidité et j'en passe encore. Il y en a une liste qui est moins importante, mais qui est quand même conséquente. Donc, ces personnes bénéficient du doublement de la période de préavis, mais sans que ça puisse aller au-delà de 3 mois. Alors, bien sûr, l'article 1234-1 liste les différents degrés. Donc, s'il justifie, selon, alors, je ne vais pas les lister aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, la période de préavis sera plus ou moins longue. Donc, les dispositions des 2e et 3e alinéas ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. Alors, on passe à la procédure de licenciement d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Les indemnités de préavis. Là aussi, article 1234-1, donc ça définit la période de préavis. C'est le L5213-9 qui définit aussi ces éléments-là. Donc, les indemnités de préavis, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont dues. Mais pour une maladie ordinaire, elles ne sont pas dues. Ce qui veut dire que pour un accident du travail, une maladie professionnelle, la période de préavis est doublée. Et donc, ce qui est dû est doublé aussi. Pour la maladie ordinaire, à partir du moment où on est déjà en risque d'inaptitude, en règle générale, la période de préavis ne peut pas se réaliser. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'indemnité prévue pour toutes les maladies et accidents qui ne sont pas en lien avec le travail. Et j'ai terminé. Donc, on va voir le contentieux, d'abord le précontentieux de la sécurité sociale, qui a été remanié en profondeur hein, par la loi de 2018 de modernisation de la justice, en 2019 la programmation de la réforme de la justice, et les petits schémas qui vont suivre sont basés sur une circulaire de la CNAM de 2020. Les abréviations qu'on va utiliser, que vous allez retrouver, c'est la commission médicale de recours amiable et commission de recours amiable. Donc, contentieux de décision de nature administrative à partir du moment où la CPAM va rendre une décision administrative. Vous avez 2 mois pour effectuer la saisine de la commission de recours amiable qui a 2 mois pour statuer et si elle, en fonction de sa décision, vous pouvez la contester en saisissant le pôle social. Et si dans les 2 mois, elle ne répond pas, vous avez également 2 mois à partir de cette date où elle aurait dû répondre pour saisir le pôle social. Les expertises médicales. Nous sommes dans une situation transitoire puisque valable jusqu'au 31 décembre 2021. On est donc sur le recours médical, donc les contestations sur l'état de santé, sur la maladie pro, la consolidation. Donc, on saisit suite à la décision médicale de la CPAM, soit en faisant une demande d'expertise auprès de la CPAM, soit en saisissant direct la commission de recours amiable. On retrouve la diapo précédente. La commission pour la demande
de contestation sur l'avis médical, la CPM désignera un expert qui se prononcera. Et à ce moment-là, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez également, à partir de cette nouvelle décision, 2 mois pour saisir la commission de recours amiable et par la suite saisir le pôle social. À partir de 2022, toutes les procédures vont être unifiées, les contentieux de l'invalidité et les contestations médicales. Vous avez donc le schéma unique qui va être appliqué. En cas de contestation simultanée d'une décision administrative ou d'une décision médicale, la commission de recours amiable sursoira à statuer en attente de la décision médicale. L'avis médical s'imposera à la commission de recours amiable. Le délai maximal entre la première saisie doit être de 6 mois. Et vous aurez 6 mois. Défaut de réponse, c'est un rejet. Et au bout des 6 mois, vous pouvez ressaisir le pôle social. Pourquoi on vous présente le contentieux de l'expertise médicale? Simplement, c'est que pour l'inaptitude, on peut se poser la question de la reconnaissance maladie du travail ou accident du travail. Donc maintenant, on va voir le pôle social. Le pôle social dans le cadre d'une inaptitude. Qu'est-ce que le pôle social? Le pôle social, depuis 2020, c'est donc la jonction de l'ancien TAS, du Tribunal des affaires de sécurité sociale, et du TCI, du Tribunal du contentieux de l'inaptitude. C'est une formation qu'on appelle échevinée, puisqu'il y a un juge professionnel, un assesseur salarié et un assesseur employeur. Quelles sont les contestations utiles au pôle social? Eh bien, reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude, de par la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Et par la suite, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'accident du travail, un petit rappel, c'est ce qui est survenu pendant le boulot ou sur le trajet du lieu de travail ou entre lieu de restauration et le lieu de travail. C'est ce qui est défini par le Code de la sécurité sociale. Les prescriptions pour saisir le pôle social. On a 2 ans à la date de l'accident, quand l'employeur n'a pas fait la déclaration adéquate, et ou on a 2 mois à compter de la décision de non-reconnaissance datée par la CPAM. L'intérêt pour le salarié d'avoir une reconnaissance d'accident de travail au pôle social, ça va être effectivement la prise en charge des frais médicaux, les indemnités journalières qui ne sont pas la même entre une maladie simple et une maladie professionnelle accident de travail, et l'attribution d'une indemnité sous forme de capital ou rente en fonction du taux d'incapacité quand les victimes sont atteintes d'une incapacité. Et par la suite, bien sûr, l'ouverture possible de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable. Pour le conseil, les intérêts du salarié au niveau du conseil des prud'hommes, ça va être effectivement, comme on l'a vu précédemment, ça va être le doublement de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, donc du monétaire, du sonnant et trébuchant. Pour ce qui est de la maladie professionnelle, c'est un peu différent puisque ça doit rentrer dans le tableau des maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale. Cependant, si ça ne rentre pas dans ce tableau, on a quand même des possibilités d'y faire rentrer de force, comme qui dirait, lorsque les conditions d'exposition ne sont pas celles fixées au tableau. Il faut alors amener les éléments pour établir que la cause est liée forcément au travail de la victime. Et lorsque vous êtes en présence d'une maladie professionnelle qui n'est pas dans le tableau de la Sécu, il faut démontrer que c'est directement causé par le travail habituel, mais en plus, que cela a entraîné soit le décès, je suis désolé, mais oui, ou une incapacité permanente avec un taux d'incapacité
au moins de 25%. Et bien sûr, hein, comme le travail est une maladie reconnue par la médecine du travail, non, c'est une blague, hein, bien sûr, vous avez tous compris, ce n'est pas une cause reconnue. Les limites de la prescription pour la maladie professionnelle. Délai de prescription de 2 ans, avec des points de départ différents. Vous pouvez avoir la date à laquelle la victime est informée du lien entre sa maladie et l'activité professionnelle, ou la date de la cession du contrat, lorsque vous avez été la cession du travail, hein, pas la cession du contrat de travail, excusez-moi, la date de cession de travail en raison de la maladie constatée. L'intérêt pour le salarié, bien sûr, au pôle social, c'est pareil, la prise en charge des frais médicaux, l'indemnité journalière, qui n'est pas la même qu'une maladie simple, et l'attribution d'une indemnité sous forme de capitale ou du rente suivant l'incapacité. Et bien sûr, l'ouverture possible de la reconnaissance de la faute inexcusable, par la suite également au pôle social. L'avantage de la maladie professionnelle, c'est, comme on l'a vu en termes indemnitaires précédemment pour l'accident du travail, le doublement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité légale de licenciement, et la possibilité d'avoir un préjudice d'anxiété dont la jurisprudence récente de ces 2 années ont ouvert largement la possibilité aux salariés d'invoquer le préjudice d'anxiété. Autre action possible, la faute inexcusable de l'employeur. Pas de définition dans le Code de la sécurité sociale, c'est la jurisprudence qui nous la donne. La faute inexcusable de l'employeur, c'est un manquement de celui-ci, son obligation de sécurité résultat. L'employeur aurait dû avoir conscience, ou encore pire, il avait conscience d'un danger et il n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors, lorsqu'on dit ou avait conscience, ça peut être parce qu'il y a eu un droit d'alerte des institutions représentatives du personnel, ou parce que le salarié ont interpellé leur employeur en leur signifiant qu'il y avait un danger et qu'il n'a rien fait. Le délai de prescription pour agir. La date la plus favorable en cas d'accident de travail, du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière de la première constatation médicale de la maladie, ou le jugement reconnaissant l'accident du travail. Pour la maladie professionnelle, pareil, le choix de plusieurs dates de prescription. Lorsque la victime a connaissance d'un lien entre sa maladie et son activité pro, la date de la cessation du travail en raison de la maladie, ou la cessation du paiement des IJ, et toujours en cas de jugement reconnaissant l'AMP. L'intérêt pour le salarié. L'intérêt pour le salarié de la reconnaissance de la faute inexcusable, c'est la majoration du capital ou de la rente accordée précédemment lorsqu'il y a eu reconnaissance AT ou MP. Et une ouverture de dommages et intérêts supplémentaires pour tout ce qui est des choses que vous ne pouvez plus faire. On va parler du préjudice d'agrément, mais aussi des conséquences plus intimes que cela peut poser et des conséquences physiques de ce que vous ne pouvez plus faire. Et ceci, même si la TMP n'est pas opposable à l'employeur, hein, puisque c'est arrivé que c'était simplement sur une erreur de la CPM, un défaut de reconnaissance à TMP, ça vous ouvre toujours la possibilité de la faute inexcusable de l'employeur. Alors attention, on va arriver à une première difficulté, hein, la perte des gains futurs est réparée par une majoration de la rente. On parle des gains futurs, ça va être, on va parler des incidences sur la perte de rémunération, du fait que vous ne pouvez plus travailler, ou la perte des droits à la retraite, puisque vous ne pouvez plus travailler, il n'y a plus de cotisation. Donc, ces sommes-là
sont de la compétence du pôle social. Pour le conseil auprès du conseil du prud'homme, ce seront bien évidemment des dommages et intérêts supplémentaires pour manquement à l'obligation de santé et sécurité. On commence déjà à entrevoir la séparation entre le pôle social et le conseil des prud'hommes. Maintenant qu'on a vu qu'on a une reconnaissance TMP, et on va passer au petit problème des avis médicaux. Et donc, on va vous parler de mon dada préféré, la contestation des avis du médecin de travail devant le conseil des prud'hommes. Donc là, on va parler donc des avis du médecin du travail lorsque la visite d'aptitude est réalisée. Pourquoi cette procédure? Eh bien, on va refaire un petit peu d'histoire quand même. Auparavant, c'était une procédure qui était auprès de l'inspection du travail. Une des deux parties saisissait l'inspection du travail pour contester l'avis d'aptitude. Et cette nouvelle procédure a été mise en place par la loi travail, donc en 2016, sous la gouvernance François Hollande, qui était modifiée par la suite par les ordonnances Macron de 2017 et modifiée par la suite par décret et ordonnances pour enfin arriver à celle qu'on connaît actuellement. Pourquoi le législateur nous a fait cadeau de cette procédure? D'ailleurs, on ne sait pas si c'est vraiment un cadeau. Parce qu'une majorité de recours était hors champ de la contestation des avis du médecin. Hors champ, ça veut dire qu'il ne contestait pas seulement l'avis, mais il contestait aussi la procédure, mais il contestait aussi les conséquences, c'est-à-dire les reclassements, les obligations de reclassement de l'employeur. Or, tout ça ne rentre pas dans le champ de recours contre l'avis du médecin, puisqu'on parle bien seulement de l'avis du médecin. En parallèle de ça, un gros problème d'effectifs, une baisse drastique du nombre des médecins inspecteurs du travail. Pourquoi? Parce que c'est une population qui est confrontée à une charge de travail importante. L'administration, ce n'est pas forcément la panacée. Leur mission principale, normalement, c'est le contrôle des médecins du travail, le contrôle des services de santé à travail, et que malheureusement, ces personnes se voient infliger une rémunération aux alentours de 20% du reste de la profession. Donc, on a beaucoup de médecins inspecteurs du travail qui préfèrent retourner soit dans la médecine du travail, soit reprendre un cabinet libéral. Donc, le cadre légal qui a été institué et qui s'applique maintenant depuis le 1er janvier 2020, l'article L4624-7, les parties au contrat, qui sont le salarié et l'employeur, saisissent le conseil du prud'homme selon une procédure spécifique appelée la procédure accélérée au fond. On va voir plus tard ce que c'est. Mais la contestation est cadrée. Elle porte sur les propositions émises par le médecin du travail, mais qui reposent sur les éléments de nature médicale. Le médecin du travail, bien que ce soit lui qui ait mis l'avis, n'est pas partie au litige. Pourquoi il n'est pas partie au litige? Parce que le médecin du travail n'est qu'un commettant de l'employeur. Le responsable de la médecine du travail, c'est l'employeur. Si le médecin du travail est informé de la contestation, aucun recours ne peut être dirigé contre lui. Le responsable, c'est le patron. Pour ce faire, parce que les juges prud'homaux, déjà que certains ne sont pas des vrais professionnels quand on va dans certains conseils, mais ils sont encore moins des experts médicaux. Donc pour ce faire, la porte est ouverte à pouvoir désigner un expert. Un expert ici qu'on a d'abord dans les précédentes dispositions de 2016-2017
attribue uniquement l'expert auprès de la cour d'appel, mais grâce à quelques premières décisions du Conseil de prud'homme qui ont porté leurs fruits et l'intervention aussi au Conseil supérieur de la prud'homie, nous avons pu réussir à refaire rentrer le médecin inspecteur du travail dans la boucle. Ainsi, le dernier texte législatif a confié au préalable la mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail. Médecin inspecteur du travail qui peut également être confronté à certains cas où il n'a pas la connaissance complète du cas médical proposé et qui peut lui-même s'adjoindre le recours à un autre expert. Bien sûr, nous sommes confrontés au secret médical que l'employeur ne doit pas avoir connaissance. C'est pour cela que dans le cadre de la procédure, l'employeur peut se faire assister d'un médecin, donc qui va le représenter et qui, lui, aura accès au dossier médical. La décision du conseil, elle va remplacer l'avis du médecin. Tout comme précédemment la décision, dans la précédente procédure, la décision de l'inspecteur du travail remplaçait l'avis du médecin, ici c'est la décision des juges prud'homaux qui va s'imposer. Petite subtilité qu'on a réussi également à faire rentrer grâce à des interventions au Conseil supérieur de la prud'homie, c'est que, comme vous le savez, en général, lorsqu'il y a une partie perdante au procès, les dépenses sont généralement à sa charge. Fort heureusement, le Code du procédure civile permet, lorsque l'action n'est pas dilatoire ou abusive, de ne pas laisser ces dépenses à la charge de la partie perdante. D'autant plus que dans le cas présent, ce serait un peu dur pour le salarié de devoir se payer l'expertise et en plus de perdre. Et donc, la possibilité est offerte au juge, même si le salarié perd son affaire, de mettre à la charge de l'employeur les dépenses dues à l'expertise. Le délai pour agir. Le délai est assez contraint. Nous n'avons que 15 jours à compter de la notification de l'avis pour saisir le conseil. Initialement, le législateur voulait que ce saisine du conseil se fasse par voie de signification, ce qui voulait dire avoir recours à l'huissier. Également grâce aux interventions au Conseil supérieur de la prud'homie, mais également directement auprès du ministre de la Justice, cette signification a été abandonnée et la saisie est simple sur requête, comme une procédure en référé classique. Délai donc de 15 jours. Ce délai de 15 jours doit figurer dans l'avis d'aptitude ou d'inaptitude. Le papier que remet le médecin du travail, ce délai de contestation doit figurer. La procédure accélérée au fond. Qu'est-ce que c'est que la procédure accélérée au fond? Pour les anciens, c'était ce qu'on appelait les référés en la forme, c'est-à-dire qu'on saisit l'information de référé et sa décision sera équivalente à une décision du fond, l'équivalent d'une décision de bureau de jugement. Nous sommes en référé, mais la décision était une décision de fond. Et c'est pour cela qu'elle peut remplacer l'avis du médecin du travail. Les frais d'expertise. Comme toute expertise, comme c'est prévu par le Code de procédure civile, les sommes sont à consigner avant le démarrage de l'expertise, procédure classique. Le président de la juridiction, c'est lui qui règle, qui fixe les ordonnances de taxation, c'est la conformité au Code de l'organisation judiciaire. Et la libération des sommes pour l'expertise, c'est la formation qu'il décide.
la disponibilité du médecin inspecteur du travail. Pourquoi il est prévu cette disposition? Eh bien, parce que le médecin inspecteur du travail doit pouvoir se récuser. Pourquoi il doit pouvoir se récuser? Parce que lorsque le médecin du travail rédige son avis, il a la possibilité de saisir le médecin inspecteur du travail pour lui demander son avis. Comprenez bien que si le médecin inspecteur, le conseil, saisit pour faire une expertise et qu'il a déjà rendu un avis, il doit se récuser. Également, il est laissé la liberté au médecin inspecteur de pouvoir refuser de prendre ce dossier, soit parce qu'il a des problèmes, il connaît une des parties, ou soit parce que sa charge de travail ne lui permet pas d'absorber cette expertise supplémentaire. On a alors la possibilité de voir recours à un autre médecin du travail, médecin inspecteur du travail. Et s'il n'y en a plus de disponible dans la région, ce qui se produit de plus en plus fréquemment, eh bien de pouvoir sortir de sa région administrative et de prendre un médecin inspecteur du travail qui se trouve n'importe dans quel coin de la France. Le tarif de l'expertise. Le tarif de l'expertise, on va parler ici du tarif pour l'expertise du médecin inspecteur du travail. L'arrêté en question a fixé le montant à 8 fois le coût de la consultation. La consultation que vous payez chez votre généraliste, elle est de 25 €. Donc le montant, c'est 200 €. C'est donc cette somme qu'il faudra consigner. Petite information supplémentaire, pour les médecins inspecteurs qui ne sont pas de la région administrative, ceux-ci perçoivent, mais de la part de la DGT, donc de leur employeur, une petite prime de 250 € qui normalement est là pour couvrir les frais de déplacement. Évidemment, avec 250 €, on ne va pas loin non plus, ce qui peut être aussi un motif pour le médecin inspecteur de refuser le dossier. Donc, de ce qu'il faut retenir sur cette contestation des avis médicaux, c'est que vous avez 15 jours pour saisir le conseil. Passer ce délai, c'est raté. C'est le médecin inspecteur territorial qui est compétent, de prime abord, mais n'importe lequel en France. La rémunération du médecin inspecteur est fixée par arrêté et elle sera à la charge de la partie perdante. Et donc, la décision de la formation de référé qui statue au fond remplace l'avis du médecin du travail. Alors, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir de cette contestation? Cette contestation, elle n'est pas suspensive. Elle n'est pas suspensive. Pour dire cela, on se rapporte aux jurisprudences anciennement applicables à la procédure auprès de l'inspection du travail. Jurisprudence qui est entièrement transposable à cette nouvelle procédure de contestation auprès du CPH. Elle n'est pas suspensive, ça veut dire que passé le délai d'1 mois de la visite, le salaire doit être repris si le salarié n'est pas licencié. Elle n'est pas suspensive, ça veut dire aussi que la procédure de licenciement peut continuer. Quid d'un avis contraire? Si le salarié avait été déclaré apte suite à la visite médicale, on peut imaginer que l'employeur l'ait contesté et que la décision du juge est que il est devenu inapte. Eh bien, à la décision du juge, il s'ouvre une nouvelle période de suspension de contrat de travail. Et par la suite, une nouvelle visite de reprise doit être organisée. Si j'organise une nouvelle visite, j'ai un nouvel avis et j'ai l'ouverture également d'une procédure de contestation qui est possible. Ça peut durer des plombes. En cas d'avis contraire, si le salarié avait été déclaré inapte et qu'il devient apte, si le salarié est toujours dans l'entreprise et qu'il avait été reclassé,
eh bien, il est réintégré dans son ancien poste et on n'en parle plus. Et si malheureusement le salarié avait été licencié, eh bien, son licenciement devient sans cause. Donc, on pourrait dire qu'on s'en tire à bon compte avec seulement une expertise à 200 €. Quoique 200 €, ça peut être cher déjà pour un salarié qui est licencié. Le problème, c'est que si le médecin inspecteur du travail a besoin de recours à un tiers, eh bien, la rémunération de ce tiers, qui initialement devait être compris dans ces 200 €, eh bien, maintenant, elle est en supplément. Donc, il faudra que le conseil, avec la formation de référé qui a été saisie, averti par le médecin inspecteur du travail comme quoi il a besoin de recourir à un tiers, procède à une nouvelle consignation. Et comme dans toute expertise, il est préférable de faire consigner celui qui est à la demande de l'expertise. Si vous faites consigner les deux parties, eh bien, l'employeur ne versera jamais sa consignation. Et sans consignation des sommes, l'expertise ne démarre pas. Un autre problème qui est rencontré et qui peut avoir un impact sur la facture finale, c'est le nombre insuffisant de médecins inspecteurs du travail. Par exemple, vous savez tous que la région Auvergne-Rhône-Alpes devrait avoir 7 médecins inspecteurs du travail et que ce chiffre est tombé à 0. Il y a toujours la possibilité, comme c'était prévu initialement dans les précédents textes, de recourir à un médecin expert auprès de la cour d'appel. Attention, si vous devez désigner ce médecin expert auprès de la cour d'appel, il faut vous assurer que celui-ci a bien la spécialité médecine du travail. Quelque chose qui est aussi assez rare. Et bien avoir en tête que le coût de ces experts, ce n'est pas 200 €. Il faut compter au minimum 1000. Un impact non négligeable. Sur une décision d'expertise, quelques précautions à prendre. Certains avaient voulu contrebalancer la facture et faire consigner le salarié à 200 € et condamner l'employeur à un article 700. Et bien sûr, si on procède à une condamnation, dès qu'il y a une condamnation d'une partie, il y a un risque d'appel. Donc, une décision d'expertise, on ne condamne personne. Est-ce qu'elle peut être contestée, une demande d'expertise? Oui, bien sûr, elle peut être contestée, mais seulement devant le premier président de la cour d'appel. Il retiendra la contestation si cette expertise est en dehors du champ de recours de l'avis médical. Et donc, vous devez bien préciser la mission confiée au médecin inspecteur. Pourquoi bien préciser? Parce que dans les premiers jugements qui ont pu être rendus par des conseils de prud'hommes de France et de Navarre, les missions n'étaient pas fixées. Et du coup, le médecin inspecteur ne savait pas quoi faire. Et la contestation était ouverte, puisque la mission d'expert n'était pas définie. Suite à la constatation que plusieurs conseils de prud'hommes ne savaient pas trop bien rédiger les missions d'expertise, au Conseil supérieur de la prud'homie, nous avons demandé au ministère de nous produire des modèles d'expertise, ce qui a été fait par une circulaire du 4 janvier 2019. Donc, normalement, dans vos juridictions, les conseillers référistes doivent pouvoir avoir accès à ces formulaires types. Ce formulaire type, cette circulaire des ACS, je l'ai jointe à Rémi, et elle sera disponible également avec les présentations. Voici un exemple de ce que peut contenir une ordonnance type. Bien sûr, lorsque la demande a été jugée recevable, les références au Code du procédure civile,
la désignation du médecin inspecteur. On le désigne nominativement, ainsi qu'à l'adresse où on peut le joindre. En général, on met l'adresse de la directe. Et également sa mission et tout ce qu'il doit faire. Et également de bien rappeler le processus à respecter, comme pour une expertise classique. La convocation des parties, la sollicitation des documents, la réunion des parties pour en discuter et les documents de synthèse. Voilà pour ma partie que je vais vous présenter. Maintenant, nous allons passer à la procédure au fond auprès du Conseil. Alors bonjour à tous. Nous allons maintenant aborder la question de la Donc, on a changé contestation. d'intervenant, hein, si je comprends bien. C'est Nicolas qui prend le relais. Oui, c'est Nicolas. Ok, bonjour Nicolas. Tu peux te Bonjour. présenter en 2 secondes parce que c'est Alors vrai je qu'on a suis passé. stagiaire juridique à l'UTI, je suis en master 2 de droit du travail. Voilà, donc c'est mon stage de fin d'études ici. Merci pour ta présentation. On te laisse la parole. Merci. Donc on va aborder la question de la contestation au fond, c'est-à-dire la question de la contestation du licenciement pour inaptitude. Alors, après le délai de 15 jours, pour contester l'avis du médecin du travail, il est plus possible de revenir sur l'avis du médecin. Il reste néanmoins possible de contester le respect de la procédure du licenciement pour inaptitude. Et une partie de cette procédure est effectuée par le médecin du travail, mais comme l'a bien annoncé Fred, l'employeur reste le responsable du bon déroulement de cette procédure. Et nous allons ici revenir sur les différentes étapes de cette procédure et leurs conséquences sur le licenciement. Tout d'abord, la constatation de l'inaptitude. Donc, comme ça a été dit en première partie, il y a plusieurs façons de constater l'inaptitude. Tout d'abord, par une visite médicale de reprise qui doit être organisée lorsqu'il y a une absence d'au moins 30 jours après un accident du travail ou une maladie ou un accident non professionnel, ou bien cette visite médicale de reprise doit être organisée pour un arrêt résultant d'une maladie professionnelle, quelle que soit sa durée. Ensuite, la constatation de l'inaptitude peut être effectuée lors d'un examen médical d'aptitude, lors de l'embauche ou lors d'examens périodiques. Elle peut également être effectuée lors d'une visite médicale à la demande de l'employeur ou du salarié. Une seconde visite médicale est possible, mais elle n'est pas obligatoire. Le médecin l'organise si nécessaire dans un délai de 15 jours après la première visite et la notification de l'inaptitude intervient au plus tard à cette date. L'article R4624-42 du Code du travail vient détailler la procédure devant être respectée par l'employeur. En plus de l'examen médical qui doit être organisé, le médecin du travail il doit procéder à une étude de poste, il doit étudier les conditions de travail dans l'établissement, indiquer la date d'actualisation de la fiche d'entreprise et doit échanger avec le salarié et l'employeur, comme ça avait été indiqué en première partie. Cet échange avec le salarié et l'employeur, c'est pour faire part, le médecin fait part de ses observations et il propose des aménagements de poste. Et c'est à l'issue de cette procédure que peut être prononcée l'inaptitude du salarié et le médecin transmet l'avis d'inaptitude à l'employeur et au salarié par tout moyen donnant date certaine. Les conséquences du non-respect de cette procédure, c'est que le licenciement pour inaptitude qui suivra peut être prononcé, peut être frappé de nullité. L'article dispose bien que le médecin du travail, il ne peut déclarer l'inaptitude qu'en respectant la procédure indiquée à l'article. Si elle n'est pas respectée, l'avis d'inaptitude ne peut être émis. Donc, par conséquent, l'employeur ne peut se fonder sur cet avis pour licencier le salarié. Donc, le licenciement, il peut être frappé de nullité au titre de l'article L1132-1 prohibant les discriminations, notamment fondées sur l'état de santé du salarié.
Ensuite, après l'émission d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail, l'employeur se trouve soumis à une obligation de reclasser son salarié. Que le salarié soit victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou non professionnelle, peu importe, s'il est déclaré inapte, l'employeur doit chercher à le reclasser au sein de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe. L'employeur a également l'obligation de consulter le CSE avant le reclassement. Le CSE rend un avis à ce sujet. C'est un avis qui est consultatif, donc il ne lit pas l'employeur. Et c'est un avis qui intervient postérieurement à l'avis médical, constatant l'inaptitude, et avant la proposition de poste appropriée aux capacités du salarié. J'ai mis les arrêts sur le diapo. Le manquement de l'employeur à ces exigences prive le licenciement de causes réelles et sérieuses. Au même titre, l'absence de consultation prive le licenciement de causes réelles et sérieuses. Et c'est une obligation que l'employeur doit satisfaire tout le temps, même s'il n'est pas en mesure de reclasser. Ensuite, l'étendue de l'obligation de reclassement. Que l'inaptitude soit professionnelle ou non, le reclassement doit être proposé, s'il est possible. En ce sens, le reclassement doit respecter les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. C'est les articles L1226-2 et L1226-10 concernant les inaptitudes professionnelles et non professionnelles. Ensuite, l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Et au besoin, l'employeur doit mettre en œuvre des mesures telles que des mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou des aménagements du travail. La recherche du reclassement continue et se poursuit tant que le salarié n'est pas reclassé ou licencié. Si le salarié accepte la proposition de reclassement, le contrat se poursuit, ce qui veut dire que le licenciement pour inaptitude ne peut plus intervenir. Mais le salarié peut refuser une proposition de reclassement lorsqu'elle ne correspond pas aux prescriptions du médecin du travail. L'employeur peut licencier s'il est dans l'impossibilité de reclasser ou alors chercher une nouvelle proposition de reclassement. Néanmoins, le refus du salarié peut être qualifié d'abusif lorsque le poste est adapté, ce qui implique que l'employeur doit rapporter la preuve de cet abus. Mais l'abus ne se caractérise pas automatiquement en cas de refus d'un poste adapté. Selon la Cour de cassation, le seul fait de ne pas accepter un poste conforme aux exigences du médecin du travail, sans justification particulière, ne caractérise pas un refus abusif. C'est un arrêt de 2017. En cas de refus abusif, le salarié ne touche pas d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle, ni d'indemnité de préavis. En cas d'impossibilité de reclasser le salarié, l'employeur doit lui faire connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement, peu importe la nature de l'inaptitude. En cas de non-respect de cette obligation, le salarié peut réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Dans le cadre d'un contentieux relatif à cette impossibilité de reclasser, c'est bien à l'employeur de prouver l'impossibilité de reclasser. Il existe néanmoins une exception à l'obligation de reclasser, c'est lorsque le médecin du travail stipule dans l'avis que l'employeur n'est pas tenu à son obligation de reclasser. C'est lorsqu'il coche une des deux cases ou les deux en même temps, tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Si c'est le cas, l'employeur peut licencier le salarié. Mais le CSE doit quand même être consulté. Maintenant, nous allons aborder les conséquences salariales de l'inaptitude. L'employeur, on l'a dit, n'a pas à verser un salaire au salarié après une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Il n'empêche que le salarié a droit à une indemnité temporaire d'inaptitude en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Le médecin du travail doit en ce sens fournir un formulaire au salarié lui permettant de faire sa demande. C'est une indemnité qui est versée par la CPAM. Cependant, le paiement du salaire doit reprendre après 1 mois
à compter de l'avis d'inaptitude, peu importe l'origine de l'inaptitude. Le licenciement qui interviendrait pour inaptitude doit respecter la procédure d'un licenciement pour motif personnel, c'est-à-dire la procédure des articles 1231.1 et suivants, ce qui comprend notamment une convocation du salarié à un entretien préalable, la tenue d'un entretien préalable 5 jours après la convocation, la notification du licenciement 2 jours après cet entretien. En cas de non-respect, le licenciement sera irrégulier, ce qui donnera droit au salarié à une indemnité d'1 mois de salaire. La lettre de licenciement pour inaptitude doit préciser les motifs de la rupture. En ce sens, elle doit préciser l'inaptitude du salarié et l'impossibilité qu'a l'employeur de le reclasser. Les motifs peuvent très bien être précisés après la notification du licenciement, sur demande du salarié ou à l'initiative de l'employeur. Maintenant, quelques exemples de lettres de licenciement incomplètes. L'employeur ne peut pas se contenter dans une lettre de licenciement, par exemple, de ne viser que le refus du salarié de la proposition de reclassement et non une impossibilité de reclassement. Il ne peut non plus se contenter de ne mentionner dans la lettre de licenciement que l'inaptitude du salarié sans indiquer l'impossibilité de reclassement. Cela entraîne la requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, la lettre indiquant que le licenciement a pour motif le refus du salarié d'un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et l'absence de tout autre poste disponible fait référence à l'impossibilité de reclassement du salarié. C'est un arrêt de 2017. Ensuite, sur les délais de prescription, ce sont les délais d'un licenciement pour motif personnel, donc 1 an à compter de la notification de la rupture pour contester le licenciement. Mais ce délai peut être amené à 5 ans en cas de discrimination sur l'état de santé du salarié. C'est ce qu'on a vu précédemment en cas de manquement à la procédure de constatation de l'inaptitude. Le salarié qui est licencié pour inaptitude d'origine professionnelle a droit à une indemnité compensatrice égale à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement d'un montant égal au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Cela ne vise pas l'indemnité conventionnelle, c'est un doublement seulement de l'indemnité légale. En revanche, pour une inaptitude non professionnelle, le salarié n'a droit qu'à l'indemnité de licenciement de l'article L1234-9. Il n'a pas d'indemnité compensatrice de préavis, mais le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. En cas de manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, en cas de manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, si l'inaptitude est professionnelle, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge propose la réintégration du salarié avec maintien de ses avantages acquis. C'est l'article L1226-15. L'article précise également que si l'une des parties refuse la réintégration du salarié, l'employeur doit verser une indemnité d'au moins 6 mois de salaire, cumulable avec les autres indemnités. En revanche, si l'inaptitude est non professionnelle, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement est qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en cas de manquement à l'obligation de reclassement, mais il n'y a pas de sanction spécifique. Maintenant, nous allons aborder le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le Conseil de prud'homme est compétent pour statuer sur la rupture du contrat de travail, ce qui revient à contrôler la cause réelle et sérieuse du licenciement. Et pour contrôler cette cause réelle et sérieuse, il doit déterminer si l'inaptitude trouve sa cause dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'obligation de sécurité que l'on retrouve à l'article L4121-1.
Si c'est le cas, s'il y a un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cependant, l'indemnisation d'un accident du travail reste de la compétence du tribunal judiciaire, du pôle social. En cas d'absence de visite médicale obligatoire, notamment une visite de reprise, c'est un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à son obligation de sécurité de résultat, en lien avec l'inaptitude constatée ultérieurement. C'est un manquement qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur cette inaptitude. Et enfin, nous allons évoquer la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Devant le Conseil de prud'homme, peut toujours être reconnue l'origine professionnelle de l'inaptitude, bien que l'inaptitude ayant fondé le licenciement soit à la base une inaptitude d'origine non professionnelle. Tout d'abord, le Conseil de prud'homme n'est pas lié par les décisions de la CPAM, ni du pôle social du tribunal judiciaire. Ce qui n'empêche qu'en cas de contentieux, la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par le pôle social du tribunal judiciaire aide à faire reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude devant le Conseil de prud'homme. Donc le Conseil de prud'homme peut décider de l'origine professionnelle, bien qu'aucun accident du travail ou maladie professionnelle ne soit reconnu. Et pour que le caractère professionnel soit reconnu, la jurisprudence estime qu'il faut tout d'abord que l'inaptitude du salarié est au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie d'origine professionnelle. Ensuite, il faut que l'employeur ait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ce sont les conditions que je vous ai surlignées et qui permettent la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude par le juge prud'homal. Et j'ai terminé ma présentation, donc je vais rendre la parole à Fred pour la suite. Je vous remercie. Merci Nicolas pour ta présentation. Fred, tu prends le relais, sauf si vous voulez faire une petite pause de 2 minutes, vous me dites. Alors, je reprends le micro. Alors, vous avez tous vu le boulot qu'il y a pour la contestation au niveau, que ce soit du pôle social ou du Conseil des prud'hommes. Et tout ça, eh bien, souvent, ça va reposer sur l'épaule de nos chers défenseurs syndicaux. Donc, une petite question à se poser quand on est défenseur syndical de ce qu'il va falloir faire. Est-ce qu'on doit contester l'inaptitude? Est-ce que l'inaptitude est d'origine professionnelle? Est-ce qu'il faut faire reconnaître? Est-ce qu'il y a besoin d'une expertise? Est-ce que les procédures étaient respectées? La procédure de déclaration d'inaptitude, mais aussi la procédure de réclassement. Est-ce qu'on peut invoquer la faute inexcusable de l'employeur? Est-ce qu'il y a un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur? Pour contester les avis d'inaptitude, on retient donc les avis médecins du travail, c'est 15 jours pour saisir le CPH. On peut avoir recours au médecin inspecteur. On en a pour 200 € et la décision du conseil remplace l'avis du médecin. On n'oublie pas non plus la procédure de reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle avec le précontentieux de la CRA ou de la CRAM qu'on a vu à l'ouverture et les procédures devant le pôle social. Et également, la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qui se fait, elle, donc directement au pôle social. Ce n'est pas une contestation face à la CPAM. Et pour ce faire, il faut forcément avoir d'abord
un AT-MP. Pôle social et conseil des prud'hommes, des compétences complémentaires qui ont été rappelées par des décisions de la Cour de cassation il y a quelques années. Si le juge du conseil des prud'hommes est compétent pour la rupture du contrat de travail, le pôle social, lui, se charge de l'indemnisation de ces accidents. Le manquement, l'obligation de sécurité, c'est une faute inexcusable qui permet donc une indemnisation plus complète, même si on peut le déplorer, elle n'est jamais totale, du préjudice de cette maladie. Et ça rend forcément le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse. Attention, ces deux indemnisations, comme on a déjà pu le rappeler dans les diapos précédentes, sont distinctes. L'une est directement liée à l'accident du travail, l'autre à la rupture injustifiée du contrat de travail. Donc, sur le plan de la procédure, les réparations ne vont pas être les mêmes suivant chaque juridiction. Devant le pôle social, c'est le résultat des lésions et de la rupture injustifiée devant le juge du travail. Les deux compétences sont bien distinctes. Et comme l'a rappelé Nicolas tout à l'heure, le CPH n'est pas tenu par les décisions du pôle social. Le champ de compétences, donc, du CPH, on vient de le dire, est limité à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et les autres préjudices, les pertes de droit à la retraite, les pertes de chance, la promotion professionnelle, la perte d'emploi, sont réparés par le pôle social. Donc, en tant que défenseur, quand on lance une action soit au CPH, soit au pôle social, il va falloir s'attacher à qualifier quel est l'objet de la demande, mais non pas en fonction de la nature de la faute commise, qui est la même dans toutes les juridictions, mais selon la nature des indemnités demandées. Car par principe, c'est la juridiction, la Sécu, qui a une compétence exclusive sur les dommages nés d'un accident. Et c'est seulement par exception que le conseil de prud'homme est compétent, et c'est une compétence étroite, sur l'indemnisation du licenciement sans cause. Pour terminer, voici un petit schéma vite fait des articulations entre les différentes procédures avec le précontentieux, la CPAM, la commission de recours amiable et la commission de recours médical amiable, le pôle social et le conseil des prud'hommes, où on voit l'intérêt de passer par, si ça n'a pas déjà été fait bien sûr, par une reconnaissance de l'accident du travail, de la faute inexcusable, pour appuyer ces demandes auprès du conseil des prud'hommes. Attention, bien sûr, les prescriptions courent auprès du conseil des prud'hommes si vous saisissez le pôle social. Et voilà, j'en ai terminé pour nos présentations et je donne le mot de la fin à notre animateur préféré, Rémi. Merci, merci Frédéric. Merci Stanislas et Nicolas pour vos présentations. Alors, on n'a pas tout à fait terminé parce qu'il y a encore un dernier petit sondage par rapport à cet après-midi. Vous avez fait une belle performance là, parce qu'effectivement, il y avait quand même pas mal d'informations à faire passer, même énormément d'informations. Je vous remercie d'avoir été succinct. Il est 15h37, là, vous avez battu les records. Franchement, félicitations, ce n'est pas facile, je pense. Alors, vous avez fait le choix de ne pas avoir de petits, je disais en introduction, de petits débats en fin de présentation, puisque les questions assez pointues qui ont été posées là, vous avez fait le choix d'y répondre de façon décalée par mail. Donc, voilà, toutes les questions qui ont été posées obtiendront des réponses dans les jours qui viennent, assez rapidement, je pense. Stanislas, Fred et Nicolas vont s'y attacher.
Voilà, je vous rappelle que ce webinaire fait partie d'une série qu'on vous propose et que si effectivement il y a des compléments, on peut en reprogrammer d'autres. C'est la première fois qu'on fait un webinaire de cette façon-là, adressé à un réseau juridique qui est en essayant de faire le lien entre notre réseau de référents travail et handicap et ce réseau juridique. Donc voilà, c'est une bonne chose, je pense. Ça répond à un certain nombre de demandes. Je vous propose un petit sondage par rapport à cette présentation qui nous permettra de faire un petit point collectif sur comment vous avez perçu cette présentation et éventuellement d'en reproposer d'autres ou de proposer d'autres types d'actions ou d'informations suite à vos réponses. Donc, je vous laisse répondre. Alors, on me demande, je veux bien voir un replay pour revoir les commentaires et les slides. Il n'y a aucun problème. En fait, on a enregistré, j'ai enregistré la présentation. Donc, bon, après, on verra avec Stan, Fred et Nicolas la possibilité de la diffuser à ceux qui le souhaitent, en interne, bien sûr. Hein. Mais je ne pense pas que ça pose trop de problèmes. Et ça vous permettra effectivement de réviser, je dirais, tout ce qui vient de vous être dit et de refaire le point sur la masse d'informations qui vient de vous être donnée. Donc voilà, je vois que vous êtes tous majoritairement pour un complément en termes d'échange de pratiques, de documentation. Donc la documentation, vous allez en recevoir, les présentations PowerPoint commentées. Je pense que les différentes personnes qui vous ont présenté ça vont vous les faire parvenir rapidement. Sur des échanges de pratiques, voilà, en tout cas, nous, au niveau Alluri, on est à votre disposition pour faire éventuellement un webinaire plutôt axé sur l'échange que sur de la présentation, avec quelques questions complémentaires que vous pourriez poser suite à cette première présentation. Et ça vous permettra, oui, effectivement, d'échanger vos expériences mutuelles et d'affiner le traitement de vos dossiers sur l'inaptitude et sur le handicap.